Les sociétés périssent parce qu'elles sont dégénérées. Le peuple n'a plus la même valeur intrinsèque qu'avant, parce qu'il n'a plus le même sang dans les veines. Des falsifications continuelles ayant progressivement affecté la qualité du sang. À cette époque, l'homme dégénéré proprement dit est un être différent du point de vue racial, des héros des grands âges. Il n'est qu'un parent très éloigné de ce qu'il appelle encore ses ancêtres. Joseph Arthur, comte de Gobineau. À travers la planète, il existe partout des témoignages de la présence d'anciennes civilisations très développées. Mais depuis des millénaires, ces lieux abandonnés sont aujourd'hui occupés par des populations primitives. Pourtant, il y a fort longtemps, les Aryens vivaient étalés sur le monde. À cette époque, l'Amérique regorgeait de temples somptueux, de structures monumentales entourées par des systèmes d'irrigation et de canalisation complexes, dont la précision des blocs, taillés au millimètre près, ont fasciné les peuples amérindiens durant des siècles. L'Inde, en plus d'avoir été un paradis agricole et architectural du temps des Aryens, était dotée d'une métaphysique inégalée et d'une remarquable maîtrise des sciences. Elle était en étroite relation avec le Moyen-Orient, l'Égypte, l'Afrique du Nord, dont l'élite, composée majoritairement par des dynasties aryennes, put par la force créatrice de son sang, aboutir à l'existence d'un vaste réseau de routes commerciales parsemées de cités florissantes. Jadis, le désert reculait face aux terres fraîchement irriguées. En Chine, alors que les populations asiatiques ne connaissaient ni le bronze, ni le fer, ni le char, les Aryens se sont érigés en maîtres devant la scène de l'Asie. Ces oasis de culture se constituaient en une multitude de royaumes très influents qui s'étalèrent dans une moindre mesure jusqu'au Japon, en Corée et même en Indonésie. Dans le Pacifique, les navigateurs antiques au teint clair avaient conquis les îles sauvages pour y bâtir des îlots de civilisation interconnectés, munis de constructions complexes et ordonnées selon le scintillement des étoiles. Si la population primordiale de l'ensemble de ces continents n'avait pas été remplacée, les descendants de ceux qui ont fondé les grandes civilisations précolombiennes, égyptiennes, mésopotamiennes et indo-aryennes auraient dû continuer à faire jaillir sur le monde la lumière civilisatrice. Malheureusement, un cataclysme a frappé l'humanité. Il a altéré le sang de ceux qui avaient su élever ces jardins florissants et que les peuples arriérés ont ensuite décrits comme leur divinité. Des êtres blancs, purs et intelligents, des entités solaires et célestes qui avaient la particularité de détenir les connaissances et d'avoir une relation privilégiée avec les mondes subtils. L'homme blanc apporta au monde la civilisation. Nous retrouvons son signe distinctif, la svastika, partout où il posa le pied. De la Scandinavie jusqu'au fond du Japon, de l'Égypte à l'Indonésie en passant par l'Inde, de l'océan Pacifique jusqu'en Amérique, la culture aryenne était présente. Chez beaucoup, persiste encore l'idée selon laquelle toutes ces civilisations, ordonnées sur les mêmes constantes mathématiques, cosmiques et culturelles, sont liées par une coïncidence fortuite. Il n'en est rien. Les plus antiques civilisations ont été érigées par les mêmes hommes. Celles qui ont été tardivement nommées par l'histoire conventionnelle comme étant typiquement asiatiques, orientales ou amérindiennes n'ont pour nous rien d'originel, ni, bien au contraire, de pur. Plusieurs faits affirment cette vérité. L'idée selon laquelle une population aussi rudimentaire que celle des indigènes boliviens actuels, les Aymaras, aurait pu par le biais de ses ancêtres directs construire l'ancienne civilisation de Tiwanaku est aussi absurde que de croire qu'un enfant de 3 ans pourrait inventer un ordinateur. Représentant l'un des plus grands sites archéologiques d'Amérique du Sud, situé près du lac Titicaca dans l'ouest de la Bolivie, tous ces aménagements ont été abandonnés et inutilisés par les locaux dont les chercheurs ont constaté la primitivité. Ils vivent dans des habitations en terre, n'ont pas d'eau courante et sont incapables de concevoir des formes d'organisation complexes. Pourtant, certains historiens leur attribuent la prouesse d'avoir construit Tiwanaku, dont certaines pierres de 20 tonnes ont été transportées à des kilomètres de distance à travers des montagnes et des lacs. On retrouve les mêmes absurdités partout sur la planète. On vous fera croire que les Égyptiens actuels sont identiques de ceux qui ont bâti les pyramides. Pourtant, les études génétiques sur les anciennes momies d'Égypte affirment que l'ancienne population était beaucoup plus proche des Européens que des Égyptiens actuels africanisés. D'autres tenteront de vous faire croire que la maîtrise des sciences et de la métaphysique dans l'Inde antique sont des réalisations propres à la population indienne. Ces croyances relèvent d'une méconnaissance de l'histoire et de ses dynamiques. En effet, la vie sur Terre est conditionnée depuis l'aube des temps par des cycles de migration, de mélange et de remplacement de population. La disposition actuelle des races à travers les continents n'est que celle de notre époque récente.
À des époques antérieures, bien antérieures, il n'y avait pas d'Arabes en Afrique du Nord, pas de Mongols au lac Baïkal, pas de Chinois au Turkestan, pas plus que l'Indien actuel n'existait. Mais on retrouve les traces de la race blanche en Asie, en Afrique du Nord ou en Amérique. C'est eux qui ont pu aux âges oubliés bâtir les civilisations lointaines dont nous ne pouvons attribuer le chef-d'œuvre aux locaux actuels. S'intéresser à l'histoire des races à travers le temps et l'espace permet donc d'arborer une vision plus large et plus haute des dynamiques historiques. Ainsi, la biohistoire, l'histoire raciale, est une méta-histoire, au sens où elle représente un domaine de réflexion qui se situe bien au-delà de l'histoire conventionnelle, qui rapporte simplement les faits et les événements passés sans en étudier les causes profondes. Mais pour comprendre cela, on se trouve en ce domaine ramené à une préhistoire qu'hier encore l'on aurait pu croire fabuleuse. En face de l'éclat d'une divulgation, les civilisations asiatico-orientales nous apparaissent comme déjà crépusculaires et hybrides, aussi bien spirituellement que racialement. Ce qu'elles recèlent de vraiment grand et de lumineux provient en fait de l'action initiale, civilisatrice, de noyaux appartenant à la race dominatrice nordique, ayant jadis essaimé jusque-là. À mesure des âges, notre espace vital s'est considérablement réduit, provoquant la chute de nombreuses civilisations et la disparition intégrale de certaines branches. De tous les peuples que nous connaissons actuellement et qui vivent sur les ruines d'anciennes civilisations marquantes, amérindiens, asiatiques, indiens, nord-africains, aucun n'a pu démontrer une ingéniosité équivalente aux œuvres architecturales, scientifiques et métaphysiques qui les précèdent. Après avoir embrassé d'un coup d'œil le cours du temps jusqu'au plus lointain, on voit s'étaler sur le monde la même force civilisatrice. Elle incarne tout ce qu'il y a de grand, de noble, de fécond sur la terre, en fait de création humaine. La science, l'art, la civilisation ramènent l'observateur vers un point unique, n'est issu que d'un même germe, n'a résulté que d'une seule pensée, n'appartient qu'à une seule famille dont les différentes branches ont régné dans toutes les contrées policées de l'univers. Ces allégations étranges ne sont pas le fruit d'un roman fictif, écrit par un auteur névrosé, mais bien le constat objectif des recherches archéologiques et anthropologiques à travers la planète. Depuis longtemps, nous avions oublié qui nous sommes et où nous étions. Il fallut alors que ressurgissent véritablement les faits du passé, grâce à l'émergence des investigations historiques, archéologiques et anthropologiques dès le XIXe siècle. Depuis, les preuves de cette histoire cachée n'ont cessé de s'étendre vers des horizons plus lointains encore. Si aujourd'hui la majorité des Blancs croient que le seul continent ayant appartenu plusieurs millénaires à leurs lointains ancêtres est l'Europe, ils méconnaissent une phase primordiale de leur histoire. Que ce soit aux confins de l'Asie centrale, de l'Inde antique ou bien au-delà du Tibet, l'élément blanc a tissé des liens puissants avec l'Asie depuis l'apparition de notre espèce. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, il irrigua les champs fertiles et éleva des cités prospères. En Amérique, malgré sa nette infériorité numérique, il s'haïssait au-dessus de la hiérarchie des peuples et érigea de véritables chefs-d'œuvre architecturaux. Mais la civilisation ne se limite pas à des réalisations matérielles ou technologiques. Elle englobe également la dimension intérieure de l'être humain et représente l'expression de la capacité de l'humanité à se développer spirituellement, intellectuellement et socialement. La civilisation véritable est le reflet de la capacité de l'humanité à se connecter à des réalités supérieures et à manifester des valeurs spirituelles dans tous les aspects de la vie. La civilisation est un processus évolutif où les individus et les peuples progressent vers des niveaux de conscience plus élevés. Elle est liée à l'épanouissement de l'âme, à la réalisation du potentiel humain. La civilisation authentique favorise l'autonomie intellectuelle et spirituelle des individus tout en encourageant leur interdépendance harmonieuse au sein d'une communauté organique et raciale. Dans la perspective de la préservation de la civilisation, il est nécessaire de garantir le maintien de notre territoire. Notre identité biologique, culturelle et spirituelle distincte dépend avant tout de notre espace vital, c'est-à-dire de notre lieu d'expression. Cette conception métaphysique de l'espace vital souligne la relation intime entre un peuple et sa terre, considérée comme une extension de son être collectif. L'histoire des peuples et des nations est façonnée par leur interaction avec leur environnement géographique et leur quête d'épanouissement. Selon cette perspective, la pérennisation de notre espace vital est un élément intrinsèque à notre développement naturel, mais surtout à l'expression de nos aspirations profondes. Ce processus dynamique nécessite une recherche constante de la vérité, de la beauté et de la bonté.
tout en respectant l'harmonie entre l'homme, la nature et les dimensions supérieures de l'existence. Merci à vous.